Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 11e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Grèce. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. Aussi, si vous laissez vos commentaires, essayez de le faire toujours sur les vidéos les plus récents. Ça me permet d'avoir un meilleur suivi et de pouvoir soit vous répondre, soit prendre vos questions, vos commentaires pour mes vidéos futures. Donc, c'est plus facile comme ça. Pour commencer, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi cette semaine, mais j'avais comme pas le goût d'écouter Occupation Double. J'ai retardé ça au maximum. Des fois, j'essaie d'écouter certains épisodes, certains soirs, dépendamment de comment que ma vie va en général, mais cette semaine, j'avais juste pas le goût. Quand la saison commence, habituellement, j'ai toujours une certaine appréhension. Je me dis, oh, ça va peut-être être plate, puis bon, toutes les histoires de couple, ces choses-là, moi, j'embarque pas. Et au fil de la saison, cette saison-ci, je me suis quand même accroché d'une certaine façon. J'appréciais énormément Maud dès le début. J'ai su apprendre à connaître Jonathan. J'ai apprécié la personne qu'il était, la façon dont il agissait, et j'ai commencé vraiment à embarquer beaucoup plus, à vouloir voir, OK, jusqu'où ils vont se rendre. Est-ce que la production va laisser ce non-couple-là se rendre jusqu'à la fin? Et sincèrement, j'avais le goût de voir ça. Et à partir du moment qu'ils ont été éliminés, j'ai perdu comme tout l'intérêt du monde. J'ai eu le sentiment d'un je m'en foutisme terrible pour la semaine qui était en place. J'ai comme... Comment je pourrais dire ça, donc? J'ai eu le même sentiment que j'avais par rapport à XOXO. Ceux qui ont vu mes vidéos par rapport à XOXO, comment que... ça me laissait complètement indifférent ce qui se passait à XOXO. Ben, cette semaine, ça a été un peu la même chose. J'ai eu comme ce sentiment-là de froideur par rapport à Occupation Double. J'ai comme fait... Mais je m'en fous. C'est pas important, Occupation Double. Ce que j'avais pas, v'là une semaine, v'là 2 semaines, v'là même 3 semaines, où ce que là, j'embarquais vraiment dans l'histoire de Maud, Jonathan, et que j'appréciais cette histoire-là. Là, j'avais perdu tout l'intérêt du monde. J'ai quand même aimé qu'il y ait des beaux moments, qu'on ait la chance de voir, parce que veux pas, bon, malgré que j'ai fait mon vidéo cette semaine, je vous avais pas parlé de l'élimination de dimanche en tant que tel, de l'épisode. Donc, on a eu quand même les beaux moments de Jonathan Maud lors de cet épisode-là, leur voyage, les belles images de ce voyage-là, c'était drôle, c'était cute, c'était le fun. Sincèrement, j'ai embarqué beaucoup par rapport à eux. On a eu aussi au cours de la semaine, ça a été le petit baume, on pourrait dire, cette semaine, les auditions. On a vu les auditions de Jonathan. Maud. Elle était-tu belle en audition? Comment veux-tu pas apprendre? Était-tu écœurante? Ça n'avait pas de sens. Bref, fait que ça a été ma petite lumière de la semaine, ça a été merveilleux. Mais Jonathan était super drôle dans ses vidéos d'audition aussi. Toi. Mais le reste de la semaine... Ouais. Ça a été le show Yann-Julianne. C'est tout. C'était pas plus intéressant que ça. Ça avait pas plus de... Il n'y a pas eu plus de show ou quoi que ce soit. Tu sais, ça serait terminé à l'élimination de Jonathan Maud, puis ça aurait été bien correct à mes yeux. Fait que je sais pas si vous avez eu ce feeling-là. Vous pouvez m'en parler dans vos commentaires. De dire qu'il y a eu un je m'en foutisse, ou même si vous avez arrêté complètement d'écouter l'émission. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait, ou en tout cas qui disent qu'ils l'ont fait, je sais pas, là. Des fois, les gens sont comme « Ah ouais, je l'écoute plus », mais ils l'écoutent quand même un petit peu. C'est pas grave, je vous en veux pas. Je reviendrai pas tant sur l'élimination de Jonathan Maud. Je pense que j'ai fait le tour avec mon dernier vidéo par rapport à la production. J'ai eu un brin d'espoir comme de quoi que la production peut-être laisserait l'opportunité à. Mais mon idée n'a pas changé. Ils ont voulu conserver leur concept. Ils n'ont pas voulu ouvrir la porte dans les saisons futures, s'il y en a, de faire en sorte que des joueurs plus stratégiques ou des joueurs qui ont une mentalité différente s'imposent dans leur jeu et, exemple, éliminent les coupes.
ce qui pourrait très bien arriver. Quelqu'un comme Michael avait quand même ça comme idée quand il est arrivé dans l'émission, de dire, ben écoute, faire péter les coupes, c'est bien le fun. Donc je pense qu'il voulait pas ça. Et de laisser Jonathan Maude poursuivre leur aventure, ça mettait cet aspect-là à risque, je pourrais dire. Je ne sais pas si aussi vous avez eu le même sentiment toujours par rapport à Jonathan et Maude. Moi, je me suis dit, une des choses que j'aurais aimé voir cette semaine, sincèrement. Là. Puis, je sais pas si vous avez eu la même image que moi, mais je me disais, imaginez-vous que Jonathan Maude ait survécu cette élimination-là. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils ont précipité le fait qu'il se fasse éliminer dimanche. Imaginez-vous s'ils avaient survécu et que là, à la table de délibération des exclus, vous auriez eu Michael, qui aurait défendu corps et âme Jonathan et Maude. Ça aurait été tellement épique. Sincèrement, là. Sincèrement. Imaginez-vous le moment épique de télévision qu'on aurait eu. Tu sais, Michael aurait été probablement prêt à tuer les gens autour de la table pour que Jonathan et Maude se rendent à la fin. Ça aurait été tellement incroyable à voir. J'aurais tellement aimé voir sa défense de tout ça. Puis comment qu'il aurait poussé pour voir Renaud et Jessica se faire éliminer. Ça aurait été du bonbon. Parce que là, il a forcé un peu. Il aime pas Renaud. Mais imaginez-vous Jonathan qui aurait été dans le choix. Man, je pense qu'on aurait eu une demi-heure de pur bonheur, de moments d'anthologie de télévision. Moi, sincèrement, c'est juste à ça que je pensais tout le long qu'il y a eu la conversation. C'est juste ça à laquelle je pensais. Je me disais, man, si Jonathan Maude avait été là, est-ce que ça aurait fait un show? Puis je pense que même d'autres gens qui auraient embarqué, comme Nicolas, qui appréciait quand même beaucoup Maude. Est-ce que le vibe général aurait changé? Est-ce que des gens comme, justement, Marilyn, qui avait apprécié beaucoup Jonathan, est-ce qu'elle serait portée à sa défense? Est-ce qu'on aurait-tu pu voir Renaud et Jessica se faire éliminer lors de cette élimination-là? Je pense que oui. Je pense que, sincèrement, ça aurait pu se produire. Puis c'est peut-être pour ça aussi que la production ne l'a pas faite, mais... My God, ça aurait été beau. Sincèrement, ça aurait été tellement épique. Je sais pas si vous avez la même vision que moi, mais moi, je pense que Michael, qui aurait été à la table à défendre Jonathan, corps et âme, ça aurait valu de l'or. Ça aurait été... Puis je vois pas qui aurait pu tant lui tenir tête à la table pour s'ostiner par rapport à Jonathan Maude. C'est ça que j'essayais d'imaginer. Je me disais, est-ce que le choix aurait quand même été d'éliminer Jonathan Maude rendu là? Et qui aurait pu voter? J'aurais pu concevoir comme quelqu'un comme Philippe, pas vouloir Jonathan et Maude en finale. Ouais, c'est logique. Christina aurait peut-être défendu Renaud encore. Logiquement, oui. Grégory, Nicolas, Michael, Marilyn, je pense que c'est tous des gens qui auraient probablement pris plus pour Jonathan et Maude. Ben encore là, c'est dur à dire. Alexandra aurait probablement défendu Renaud. Fait que c'est comme... C'est un mix de sentiments derrière de ça. Mais j'aurais aimé voir ça. J'aurais sincèrement aimé voir ça. Bon, allons-y avec les... en fait, pendant qu'on est à la table d'élimination... parce que j'ai aimé voir la table d'élimination. On va parler de Julianne Yann un peu après. Le concept était bon. Sincèrement, ça me faisait penser un peu aux jurés dans Survivor ou même dans Big Brother. Les gens qui parlent, qui s'ostinent pour savoir qui mérite de gagner, qui mérite pas de gagner. Je pense que le vote aurait peut-être pu être fait différemment qu'un vote genre tout ensemble. Mais bon, vu que c'est toujours comme un consensus qu'ils cherchent, je suppose que c'était l'avenue la plus politically correct, on pourrait dire, par rapport à l'émission. Mais j'ai aimé quand même ce concept-là. Je trouvais ça intéressant parce que ça l'amène l'autre dimension de dire les joueurs à l'intérieur ne doivent plus juste plaire aux joueurs qui sont à l'intérieur, mais doivent aussi plaire à l'extérieur. Le problème que j'ai vu par rapport
à se jurer-là, d'éliminer un couple rendu à la fin, c'est le gap de temps des émissions qu'ils ont vues. Tu sais, qu'il y a eu quand même peut-être 3 semaines, et que là, à ce moment-là, oui, ils se font montrer des extraits, oui, ils se font dire des choses, comme exemple par Jonathan Maude, mais globalement, ils n'ont pas vécu l'aventure directement à le voir à la télévision, à voir les émissions, à voir ce que nous, on a vu, parce que, tu sais, on s'entend que, est-ce que la relation Olivier-Pézy aurait pu être plus en danger avec tout ce qu'on a su? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il aurait été sorti? Peut-être pas. Mais je pense que la relation aurait pu être plus en danger. Les gens auraient pu argumenter davantage. Fait que c'est le gap de 3 semaines, de 3-4 semaines, qui est comme tannant dans ce processus-là. À mon sens, qui est comme décevant. Parce que ça donne pas une image claire, nette et précise de la situation au moment présent. Moi, à mon sens, ça, c'est le point négatif. Par contre, le concept est intéressant, comme je dis, par rapport au fait que les joueurs doivent s'adapter par rapport à ce qu'ils projettent aussi à l'extérieur. Ben, ils le font déjà avec le public, mais ce que je veux dire, c'est que là, même envers les joueurs qu'eux éliminent, ils doivent quand même le faire d'une façon intelligente et non pas genre, tu sais, de s'acharner sur quelqu'un comme ils l'ont fait sur Jonathan pendant un bout de temps, de vraiment le blaster, puis c'était le souffre-douleur de la place. Là, il ne pourrait plus avoir ce même genre de feeling-là parce que tu ne sais pas c'est qui peut te sortir rendu en finale ou rendu proche de la finale, je veux dire, comme dernier couple. Donc, c'est intéressant. J'ai noté un commentaire de Christina. Et ça, c'est un commentaire qui me fait chier parce que je l'ai entendu souvent. C'est pas contre les personnes qui le disent. Je l'ai entendu beaucoup l'année passée avec Joanie. Je vais revenir dessus parce que Christina a dit que ben, si Renaud n'aurait pas été là, il n'y a pas de show. Elle dit, moi j'écoute Occupation Double parce que Renaud est là, parce qu'il y a un show autour de Renaud. Renaud, c'est le show. C'est ça, dans le fond, c'est la mentalité. Puis moi, j'essaie toujours d'expliquer aux gens, c'est pas vrai. OK? Oui, c'est une perception qu'on a de dire, ben écoute, si on enlève Renaud là, il n'y a pas de show. Mais c'est parce que la dynamique marche pas comme ça dans un show de télé-réalité. Quand vous avez un joueur d'importance qui se fait éliminer, ça fait éclater les autres. Souvent, un joueur d'importance comme Renaud, qui était ultra dominant dans les dernières semaines, surtout peut-être au début du jeu, portait ombrage à des gens qui peuvent être intéressants, mais face à une personnalité comme Renaud, se mettent un peu en arrière. Puis on l'a vu un peu, justement, Love Story 6 est un bon exemple de ça. Love Story 6, Mathieu Baron prenait énormément de place. Énormément de place. OK? Puis, qui était la seule personne vraiment qui était capable de contrer ça? C'était moi. Bon, ça c'est correct. Mais moi, j'allais au-devant du problème. Parce que, tu sais, ça faisait de la merde, ça faisait plein de choses. Mais quand Mathieu Baron a été éliminé, plein d'autres joueurs ont popé. Vous avez eu David Hugues, vous avez eu Arcadio qui a popé, Priscilla monté en pouvoir à la télévision. Les joueurs ont pris la place. Le gap de place que Mathieu Baron prenait dans l'émission a été rempli par d'autres joueurs. Et là, à ce moment-là, on a la chance de connaître les autres joueurs. Puis je comprends qu'on se dit, ouais, mais le joueur à la base, il prenait pas sa place dans le fond. T'sais, ça veut dire que l'autre joueur était beaucoup plus dominant que lui. Oui, vous avez des personnalités comme ça qui sont ultra dominantes, qui s'imposent dans un environnement. Puis je sais pas, vous avez peut-être vécu aussi dans un environnement de travail. Quelqu'un qui prend beaucoup, beaucoup de place. Puis les autres, quand cette personne-là est là, il parle pas. Ou il parle peu. Il l'écoute. Quand cette personne-là sort de la pièce ou sort de l'environnement de travail, là, les gens discutent, font des blagues ensemble, ils ont une belle chimie. Et c'est généralement ça qui arrive. C'est un côté de personnalité, et c'est pas parce qu'il y a des gens faibles, il y a des gens forts dans ce concept-là. C'est juste que tu as des gens qui prennent plus de place. Et je pense que d'avoir vu l'élimination de Renaud plus tôt dans la saison aurait permis l'émergence de certains autres joueurs. On aurait peut-être vu plus Andrew. On aurait peut-être vu justement beaucoup plus Jonathan. Peut-être que ça aurait permis à Maude d'éclater du côté des filles, de se sentir libérée de Renaud dans ce contexte-là. Fait que d'arriver puis de mettre ça de façon simpliste, de dire « Ouais, mais là, si Renaud n'est pas là, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de show. » Pour moi, Christine est complètement dans le champ par rapport à ça. C'est parce qu'elle ne comprend pas la dynamique de
comment qu'une télé-réalité fonctionne. Une télé-réalité fonctionne exactement comme dans un environnement de travail ou n'importe quoi. Quelqu'un d'important part, sa présence est remplacée par les autres. C'est pas genre, ben la personne est partie, puis là, c'est le calme plat, puis c'est comme, vous êtes comme dans un environnement mort. Non, non. Il y a des gens qui vont éclater, qui vont devenir plus grands, qui vont prendre cette place-là. Des fois, il y a une personne qui prend la place de la personne qui a quitté, qui domine toutes les autres, puis les autres restent reclus. Ou des fois, vous avez des parcelles de personnalité qui ressortent, puis les gens prennent un peu plus de place, chacun de leur côté, et ça comble le vide. Puis je pense que c'est ce qui serait arrivé avec Renault. Je pense qu'il y avait quand même des bonnes personnalités, il y avait des joueurs qui auraient pu être intéressants à voir évoluer. Peut-être que, justement, comme je dis, on l'a vu un peu la semaine où Renault est parti en vacances. Les gars se sont lâchés beaucoup plus lousses. Il y a eu beaucoup plus de plaisir du côté des gars. On a vu plus Jonathan, on a vu plus Andrew, parce que Renault n'était pas là. Puis, pour moi, c'était pas moins intéressant. Au contraire, je trouvais que c'était plus intéressant justement de découvrir ces joueurs-là. Fait que le commentaire de Christina, je suis pas d'accord. Quand les gens m'en parlent puis me disent la même chose, les gens me l'ont dit l'année passée. Ouais, mais Joanie, si Joanie n'était pas là, il n'y aurait pas de show. C'est pas vrai. Le show continue, il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. C'est tout simplement ça. Puis quand la personne prend la place, habituellement, c'est d'une façon différente. Tu sais, tu remplaces pas une folle par une folle. Tu remplaces pas un trou de cul par un trou de cul. Des fois, c'est, tu as remplacé un trou de cul, puis là, tu as l'émergence de le gars phoné, le gars intelligent, un stratégique. Puis là, tu as comme 3 personnalités complètement différentes qui, boum, là, ils deviennent plus importants. Puis là, ah, mon Dieu, j'avais pas vu Jonathan de même. J'avais pas vu un tel de même. Olivier, ah, je pensais pas qu'Olivier était comme ça. Pourquoi? Parce que ça te permet de découvrir ces joueurs-là. Tandis que quand toute l'attention est centrée sur un joueur, les autres sont mis dans l'ombre, puis c'est des joueurs dont on se fout éperdument. Fait que, mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas quelque chose à offrir d'intéressant pour la TV. C'est juste ça. Fait que pour moi, Christina est complètement dans le champ quand elle a posé ce commentaire-là. Mais je comprends quand même que son point par rapport au fait que, oui, par rapport au show que Renault a fait, est-ce qu'il méritait d'aller en finale? Je peux pas argumenter contre ça. J'avoue que oui. Plus que même Olivier Pézy, rendu là. Mais moi, personnellement, j'aurais aimé avoir une finale. Andrew Catherine, le côté cute, c'est correct, c'est beau. Renaud, Jessica, Renaud, parce que oui, il avait fait le show. Et de l'autre côté, Jonathan Maude, qui était clairement, je pense, les joueurs qui pouvaient, qui faisaient ressentir une émotion par rapport au public. Et je pense que on était capable de plus se retrouver dans Jonathan puis Maude. On était capable de plus, on avait de l'estime pour eux. Ce qu'on n'a pas pour Renaud, Jessica nécessairement, qu'on n'a pas non plus pour Olivier Pézy, qu'on a très peu comme pour Juliane aussi. Andrew, Catherine, ok. Mais je pense que Jonathan Maude était capable de venir nous chercher un peu plus par rapport à qu'est-ce que la population en général sont. Et. Parce que c'est pas son, mais est. Mais bref. Puis c'est pour ça que je pense que ça a été l'erreur de la production, parce que les gens, ça les rejoignait de voir quelqu'un comme Jonathan Pimot se rendre en finale. Il y avait un sentiment d'appartenance. Ce que là, les gens n'ont pas, parce que là, on regarde la finale, puis c'est comme... Bon, ben, Andrew Catherine. c'est ça un peu, là, tu sais. Bon, fait que, passer, dans le fond, cette élimination-là, ben, cette table de jurés-là, on va y aller un peu plus par rapport aux personnages en tant que tel. On a eu, évidemment, Yann Juliane, ça a été le gros moment, leur élimination, mais toute la semaine, la débâcle complète de leur relation. Et Juliane est une personnalité qui n'est pas complexe du tout. Elle a l'air de considérer qu'elle est très complexe, que les gens ne la comprennent pas. Moi, à mon sens, c'est une femme de 28 ans qui a une mentalité d'une jeune de 16, 17, 18 ans. OK? Elle a zéro maturité. C'est pour ça qu'elle considère que c'est complexe. Moi, je considère que ça ne l'est pas pantoute. Ces événements de faire écrire la lettre de rupture, premièrement qu'elle a besoin d'une lettre,
Deuxièmement, qu'elle a fait écrire par Maude. Maude qui est plus jeune qu'elle. Je tiens quand même à le rappeler, là. Maude est censée être plus jeune qu'elle. Ben, elle est plus jeune qu'elle. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, t'es même pas capable de faire tes choses toi-même. Tu sais, l'aspect de dire, ouais, ben j'ai de la misère à m'exprimer quand je te face à lui. Ok, bon, le stress, il y a les caméras, peut-être, ok, bon, fine. Mais le fait qu'elle n'est même pas capable d'écrire la lettre, je pense que ça démontre vraiment son côté de froideur. Elle n'est pas capable d'emmener de l'émotion. À chaque fois qu'il y a eu de l'émotion par rapport à ces situations, c'est comme oh, ben t'as de la peine, ben moi aussi, moi ça me fait de la peine. C'était toujours ramené à elle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était un esprit tellement égoïste, c'était un esprit tellement centré sur elle-même. Ça a été ça depuis le début de la saison, on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient écrit en me disant ben, il y a, tu sais, moi je connais Juliane, c'est une bitch, c'est une superficielle. Puis malheureusement, avec ce qu'on a vu un peu cette semaine, je pense que ça donne raison un peu à ça. Elle a peut-être vécu des choses vraiment difficiles, mais moi, à mon sens, c'est plate ce que je vais dire, mais quand quelqu'un vit quelque chose de très difficile, elle évolue. Tu sais, si maintenant tu vis quelque chose, une rupture vraiment, vraiment. Parce qu'elle est célibataire depuis 3 ans. Ça, c'est ce qu'elle dit. Donc, sa dernière rupture remonte à l'âge de 24-25 ans, là, logiquement. Moi, je ne sais pas, mais les événements marquants à l'âge de 24-25 ans que tu peux avoir, ben, tu vas apprendre de ça. Tu vas évoluer de ça. Tu vas dire, OK, bon, oui, tu vas raffiner tes goûts. C'est correct, ça fait partie de la game. Je comprends qu'elle veuille la bonne personne pour le reste de sa vie. C'est correct aussi. Mais son comportement, lui, n'a pas changé. Fait que, est-ce qu'elle a appris de ce qu'elle a vécu? Non. Je veux dire, premièrement, sa façon de parler, c'est une chose, mais c'est sûr qu'avec des genres comme 28 ans, tu comprends, tu sais, puis c'est pas quelque chose qu'elle dit une fois de temps en temps dans une phrase. Non, non, elle ramène toujours, toujours, toujours ces éléments-là. Moi, je dirais que, en tout cas, si vous faites le show du bye-bye cette année, prendre la façon que Juliane parle, c'est un must. La reprendre dans certaines situations, là, hey, c'était pas drôle. Quand je l'écoutais, j'étais comme, oh boy, que ça vole pas. Je pense que c'est une fille qui a pas une bonne vision d'elle-même en ce sens que elle ne sait pas qui elle est vraiment. Elle suppose qu'elle est d'une certaine façon, mais elle n'est pas ça pantoute. Et là, ben, ça la met dans une situation où elle est complètement désillusionnée par rapport à l'image qu'elle projette, puis par rapport à qui elle est, puis comment elle agit. Et là, ben, elle tombe sur un bon gars comme Yann, qui est bien intentionné, qui veut essayer, et elle le traite comme de la merde. C'est pas quelque chose qui est non plus exceptionnel. Ça arrive quand même souvent. Des filles qui préfèrent se faire runner, on pourrait dire ça d'une certaine façon, parce que je pense qu'elle, justement, son côté immature a besoin de quelqu'un qui la domine. Ça, c'est ma perception. C'est pas pour rien qu'elle dit aussi dans son vidéo, de dire, tu sais, je veux pas prendre soin de quelqu'un, je veux que ce soit la personne qui prenne soin de moi, puis tout. C'est un aspect un peu plus princesse. Je dis pas que c'est mauvais, mais je pense qu'avec sa mentalité, ça devient nocif, ça devient toxique pour une relation. Donc, moi, avoir été Yann, quand j'ai été confronté avec Jonathan sur la table d'élimination, j'aurais fait le move de me sacrifier. J'aurais fait ce move-là parce que l'argument de Juliane, c'est comme, ouais, mais je sais pas à l'extérieur, je sais pas à l'extérieur. Ici, c'est confus, j'ai la pression, j'ai ici, j'ai ça. À l'extérieur, peut-être que... Et si Yann y croyait vraiment... Parce que rendu à ce stade-là, je veux quand même qu'on se mette dans l'optique que le joueur le sait un peu quand même, le feeling, le vibe qui va peut-être projeter à l'extérieur. Moi, sincèrement, être Olivier Pézy, être Yann, Juliane, moi, dans ma tête, c'est clair que c'est soit Andrew, Catherine qui gagne ou Renaud, Jessica. Moi, dans ma tête, sinon, t'es désillusionné complètement, là. Par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à toute la merde qui a été autour de toi, tes chances deviennent extrêmement minimes rendu en finale. À moins vraiment que tu saches que, je sais pas, moi, ta famille va te mettre 50 000 pièces de vote sur toi, puis va te faire gagner une maison. OK, peut-être. Mais sinon,
Dans ce contexte-là, je pense que Yann, de voir Juliane qui voulait plus vraiment être en relation, qui zigonnait, l'image que ça projette au Québec, il savait que ça pouvait lui coûter la victoire facilement. En mon sens, là. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il n'y avait pas cette vision-là, mais moi, je l'aurais analysé comme ça, direct en partant. Et là, à ce moment-là, de provoquer ta chute, c'est de mettre ta relation à l'épreuve, de dire, ben écoute, regarde, je t'aime tellement que je veux aller l'essayer dehors, je me fous de la maison, puis on s'essaye. Puis là, ben, tu vois vraiment si Juliane est sincère ou finalement si c'était de la bullshit de bord en bord. Parce que malheureusement, je pense que c'est un peu le cas. Fait que moi, je me serais sacrifié à la place de Yann. Puis malgré tout, il a quand même dit à Jonathan que la veille, il avait pensé de se mettre dans l'enveloppe. Ben moi, dans mon sens, je pense qu'il serait sorti plus fort que de se faire sortir par les exclus. Parce que de se faire sortir par les exclus, ça a comme... Ouais, c'est pas vraiment un couple, on va l'éliminer avant la finale. Ça a comme pas été fait sur un acte de foi, ça a pas été fait sur moi je fais le move de. Ça a été fait de genre, ben je m'essaye pareil pour la finale. Et je pense que Yann aurait été plus gagnant, peut-être même face à Juliane, de se sortir et de la sortir elle, de laisser Jonathan continuer. Et là, on aurait vu Michael qui aurait pris la défense de Jonathan à la table des éliminés. Et ça aurait donné tout qu'une semaine. Imaginez-vous le scénario de Yann qui fait comme non, moi je me sors. Moi je me sors, regarde. Juliane n'est pas sûre de son coup, on va le tester. Je nous sors tous les deux puis on va le voir. On aurait fait quel homme. Tu sais, il prend les devants puis let's go, tu sais. Puis là, on serait arrivé mercredi. Puis là, Jonathan, avec Michael à la table des exclus, qui aurait défendu Coréon. Imaginez-vous la semaine, la superbe semaine qu'on aurait passée. Sincèrement, là, on aurait eu toute qu'une belle semaine. On n'aurait pas eu toute la chicane de Yann, Juliane, tous les conflits pendant toute la semaine. On n'aurait pas eu... Probablement que ça aurait été une superbe semaine. On aurait fait comme un crime. Probablement l'une des meilleures semaines d'occupation double ever en tant que dernière semaine. Mais non, on n'a pas eu ça. Fait que, tu sais, un petit événement comme ça aurait probablement changé la donne, en tout cas pour nous, en tant que téléspectateurs. Je pense que ça aurait changé la donne aussi pour Yann. Ça aurait sûrement changé la donne aussi avec Jonathan Monte. Peut-être qu'il n'aurait pas été choisi pareil pour la finale, mais au moins, il se serait rendu jusque-là, puis on aurait eu du fun avec eux autres jusqu'à ce moment-là. Fait que, bon. On a eu aussi, ça je veux quand même... je veux quand même en parler, Juliane, qui a sorti, puis elle l'a répété à quelques occasions, sa fameuse phrase « J'en ai rien à foutre de Ginette de Gatineau ». Ça, c'est une phrase qui, à chaque fois qu'elle le dit, là, c'est venu me chercher, ça m'a fait profondément chier. Je sais, je comprends ce qu'elle voulait dire en arrière de ça. Elle voulait dire, ben écoute, moi, je me soucie pas de ce que les gens pensent de moi à l'extérieur. Mais je pense que ça, c'est plus valable de dire ça que de dire, ben moi, la Ginette de Gatineau, pour qui tu te prends, câlisse, pour arriver puis commencer à, tu sais, comme à cibler, dire, moi, le public, je m'en câlisse d'eux autres, puis c'est eux autres qui font en sorte que tu es là présentement, et c'est eux autres qui auraient fait en sorte que potentiellement tu aurais pu gagner une maison. C'est eux autres, tu sais. Puis je pense que ça résume un peu la raison pourquoi Juliane est dans cet état mental-là d'immaturité. Parce que dans le fond, quand le public te dit des choses ou remarque des choses par rapport à ta relation, n'importe quoi, je dis pas que c'est toujours bon, je dis pas que c'est majoritairement bon, mais d'être à l'écoute de ce qu'ils disent peut te permettre d'évoluer. Parce qu'eux peuvent avoir vu des choses que toi-même tu vois pas, des problèmes que tu as, puis de te foutre éperdument de ce que le monde peut dire, alors qu'ils t'ont suivi. Peut-être que même ils t'ont apprécié, puis de le cracher dessus de cette façon-là. Puis je comprends pourquoi qu'elle a dit ça, mais c'était pas une chose à dire pareil. C'est pas une chose à penser à la base. D'arriver et de dire, écoute, je m'en fous d'être jugé, c'est pas important. C'est une chose. De dire qu'elle se calisse de Ginette de Gatineau, ça en est un autre. C'est comme d'arriver puis de cracher à la face des téléspectateurs en disant, écoutez, je m'en fous de vous autres. Puis ça, je l'ai vécu aussi dans Lost Story 6,
quand les gens sont arrivés, puis il y a eu des lofters qui disaient « Ah, le public, moi, j'ai jamais répondu. Hey, mes fans, je m'en calisse d'eux autres. Regarde, là, ils sont crampés après moi. Ils arrêtent pas d'écrire sur mes murs puis mes affaires, mais je m'en calisse d'eux autres. » Il y a eu des joueurs qui ont dit ça. Ben, c'est bien de valeur. Tous ces joueurs-là, ils ont perdu à la fin. Pourquoi? Parce que quand tu montres pas du respect pour les gens qui font en sorte que tu es là, parce qu'il y a du monde en arrière de toi, tu sais, je veux dire, ça reste quand même que les gens peuvent t'apprécier. Tu es peut-être une personne horrible. Il y a peut-être des gens qui t'apprécient pareil. C'est plate, mais c'est de même. Puis de lui cracher dessus puis de te foutre d'eux autres, ben ça fait en sorte que tu sais, je veux dire, en plus d'être une personne de marde, en mon sens à moi, ben tu perds tes appuis, tu perds les gens qui peuvent te faire gagner ou qui peuvent t'aider. Parce que c'est toujours une question de bonne volonté. Je pense que quand tu montres du respect, puis quand tu apprécies les gens qui te suivent, qui te supportent, même les gens qui te supportent pas, quand tu as une certaine once de respect par rapport à eux, ben, dans tes moments difficiles, ben, les gens vont continuer à te supporter en se disant, ben écoute, il vit quelque chose de difficile. Tu sais, ça va être amical. Quand ça va bien aller, ils vont te supporter aussi. Si tu le craches dessus, ben ça va faire comme, je vais prendre le meilleur exemple, Eugénie Bouchard. Quand elle a craché sur un paquet de monde, puis qu'elle a critiqué un paquet de monde, ben Eugénie Bouchard, qu'est-ce qui est arrivé? Ses fans se sont tournés un peu contre elle, et maintenant, à chaque fois qu'elle fait quelque chose de poche, tout le monde est sous son dos, tout le monde la critique, même que c'est peut-être plus gros que celle-là en réalité. Pourquoi? Parce qu'elle s'est permis, elle, de cracher ses autres. Fait que les gens se permettent le fait de cracher sur elle. Alors que tu as d'autres personnalités, d'autres personnes qui, même s'ils connaissent des moments difficiles dans leur carrière ou dans ce qu'ils font, ont tellement un gros respect par rapport au public que le public font comme « Ah! C'est une mauvaise passe, pas grave, ça va passer. Yeah, on a hâte de voir son prochain projet pareil. On a hâte de voir ses prochaines affaires. Puis il va remonter à la pente. Toi, il va remonter à la pente. Il n'y a pas de trouble. » Puis c'est un peu ça. C'est le feeling qu'il faut que tu crées quand tu fais de la télévision, quand tu fais du côté plus public. Faut que les gens aient l'impression que tu es en arrière d'eux autres autant qu'eux sont en arrière de toi. Puis c'est le feeling qui devrait être de façon naturelle. Ça devrait se faire sans même y réfléchir, en mon sens. Là, je vous l'explique de façon logique, mais tu devrais arriver et apprécier les fans. Moi, une des questions qu'on me pose souvent, c'est comme, t'es pas tanné de te faire parler de Love Story? T'es pas tanné que le monde t'interrompt dans les magasins ou ci ou ça pour te parler de Love Story puis te parler de quelque chose qui t'est arrivé il y a 10 ans de ça? Puis moi, je dis toujours, Love Story a façonné ma vie. Puis la raison que ça a façonné ma vie, puis les choses que j'ai obtenues grâce à Love Story, c'est pas tant Love Story puis la production qui me les a données. C'est le public. C'est grâce au public, puis grâce à ce que vous avez fait pour moi, que ça m'a apporté autant, que l'expérience a été exceptionnelle. T'sais, on s'entend que c'est pas Mathieu Baron qui m'a apporté du positif dans l'expérience de Love Story 6, c'est le fait que vous étiez en arrière de moi. Fait que je suis qui pour arriver et faire comme, non, parlez-moi pas de Love Story, ça me tente pas de vous en jaser. Au contraire, pour moi, je trouve ça tellement positif de vous en jaser parce que moi, de mon côté, c'est comme, hey, wow, c'est quelqu'un qui m'a suivi, qui m'a supporté. Je veux y accorder le temps que cette personne-là m'a accordé. Pour moi, c'est du donnant-donnant aussi. Puis ça me fait plaisir. C'est comme d'arriver, puis quand vous aimez quelqu'un, puis que ça vous fait plaisir de donner un cadeau, ben c'est exactement le même feeling. Pour moi, à chaque fois que je réponds à des questions ou j'essaie d'éclaircir des points pour certaines affaires, pour moi, c'est comme, hey, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Mais Juliane n'a pas cette mentalité-là. Juliane, elle s'en calisse. Puis c'est pour ça que ça va être une personne qui va peut-être avoir du succès d'une certaine façon, mais elle va toujours être malheureuse là-dedans parce qu'elle n'a pas la maturité de comprendre cet aspect-là. Moi, je le comprenais, j'avais 25 ans. Elle en a 28, elle le comprend toujours pas. Fait que, bref. Juliane, Yann ont été éliminés. Pas une très grosse surprise. J'étais sûr que ça allait se faire le dimanche passé, mais comme je dis, en rétrospective, en voyant
le dernier vote, la table des exclus, pour éliminer un couple. Je me demande à quel point la production, vu que la production voulait faire ce move-là, la production devait avoir peur que Jonathan Maud se retrouve à cette table-là, pour la simple et bonne raison que peut-être les gens l'auraient gardé à la fin. J'ai l'impression que ça aurait pu arriver, que Michael aurait pu défendre son point, qu'une majorité aurait peut-être voulu garder Jonathan Maud, plus que peut-être à ce moment-là Olivier Pézy, ou plus que Renaud Jessica. Donc, ça les mettait dans une situation où que pour avoir le twist intéressant à la fin du vote du jury, du vote des exclus, il fallait que Jonathan Maud se fasse exclure avant. Fait qu'ils ont essayé de précipiter ça. Par contre, Yann aurait pu les surprendre puis se mettre dans l'enveloppe aussi. Ça aurait pu arriver. Mais bon, est-ce qu'à la table des exclus, la production aurait dit, écoutez, il faut que vous votiez pour garder des coupes. Parce que Occupation Double, c'est les coupes. C'est ça l'important. Puis ça l'aurait peut-être résonné dans la tête de certains, comme exemple Christina, comme Philippe. Ils disaient, ouais, mais c'est juste des coupes qui doivent gagner à Occupation Double. Fait que, bon. Une chose que j'ai notée, il y a au souper d'élimination, il y a peut-être une partie que je vais mettre de côté là, dans les notes que j'ai prises. Je lis toujours mes notes, je m'excuse. Souper d'élimination, Jay a frappé beaucoup plus fort par rapport aux relations. En fait, lors du souper où ce que Jonathan est encore là, il a été plus crunchy, il a poussé un peu plus fort. Et ça, je pense que c'est son rôle. Et il y a des gens qui m'avaient parlé, Joël Legendre, qui en avait discuté aussi à OD+, en direct. Excusez-moi. Le rôle de Jay du Temple, c'est des fois de semer le doute ou de créer des situations où ce que le joueur... Tu sais, dans le fond, son rôle à lui, c'est de placer les joueurs dans des situations où ce qu'ils doivent réagir face à ce qu'il dit. Positivement ou négativement. Je pense que vous avez un bel exemple aux États-Unis, justement, avec Survivor. Jeff Probst, quand il est au Tribal Council, pose des questions touchées. T'sais, pourquoi, lors du dernier vote, vous avez voté de telle façon? Mais à ça, tu penses pas que c'est toi qui es dans le problème. Tu penses pas que tel move a été épais. Tu penses pas que... Et ça provoque le fait que là, le joueur doit être sa défensive, des fois passe sur l'attaque, des fois ça peut emmener de la nouvelle stratégie derrière, des fois ça fait douter les autres joueurs, mais ça crée quelque chose. Et le fait que Jay, pour les extraits vidéo, on en reparlera peut-être, parce que j'ai une question j'ai des questions du public aussi, là. Fait que par rapport aux extraits vidéo, j'en parlerai un peu plus tard, mais par rapport à sa présence à lui, je pense que lors des activités, lors des compétitions, wow, qu'il soit friendly, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives à la table où ce que là, un vote va se prendre, je pense qu'il se doit de poser les vraies questions, il se doit d'arriver, de provoquer les joueurs et de créer le mood dans lequel les joueurs vont être lorsque l'élimination va prendre place, lorsque les joueurs vont choisir qui éliminer. Je pense que Jay du Temple, son rôle, c'est quand même ça. Fait qu'il y a un double rôle là-dedans, positif un peu plus au quotidien, dans les activités, dans les voyages. Il faut qu'il soit drôle, et il faut qu'il soit aussi très sérieux et plus crunchy quand il arrive lors de l'élimination, parce que c'est un moment dramatique, parce qu'il faut que ça crée quelque chose, parce qu'il faut que les dynamiques changent. Je vous l'expliquais dans d'autres vidéos. En télé-réalité, dans le fond, pour la production, c'est pas de mettre des twists pour faire sortir quelqu'un ou créer quelque chose de bien spécifique. Le but est de toujours provoquer les joueurs pour que les dynamiques changent constamment, pour que ça crée des trucs, mais que ce soit les joueurs qui le créent. Donc, tu embarques un petit quelque chose, les joueurs prennent une décision par rapport à ce que tu t'embarques, et là, à ce moment-là, la marque pogne. Ou la dynamique de jeu change. Puis c'est un peu ça. Il faut que tu aies des règles de base qui tiennent la route pas mal tout le temps. Des fois, une twist qui s'ajoute. C'est arrivé dans Survivor. Saison 3 de Survivor, ça a été ce qu'on appelle le Tribe Swamp, donc le mix des équipes. Ça s'est fait la première fois dans Survivor 3, qui avait pris 3 joueurs d'une équipe, 3 joueurs de l'autre. Mais malgré tout, le choix de chacune des équipes, le choix des 3 joueurs,
c'est fait par les équipes. Puis ils ne savaient pas pourquoi ils le faisaient. Puis ils shiftaient 3 joueurs d'un bord, 3 joueurs de l'autre, et ça avait créé complètement une dynamique différente dans chacune des tribus. Oui, ok, mais ça a été une twist dans toute la saison. Après ça, cette twist-là est revenue de façon récurrente au fil des années. Même chose avec les idoles cachées. C'est arrivé une première fois, find une twist dans la saison. Après ça, il y a eu plein de saisons où il n'y avait plus de nouvelles twists. Puis là, ils te rajoutent une twist, les privilèges qui sont arrivés plus tard. Mais ça amène une certaine, je pourrais dire, continuité. Les joueurs s'habituent. Les joueurs poussent le concept à l'extrême. Et quand le concept est vraiment, on pourrait dire, entre parenthèses, usé, ben là, la production rajoute une autre twist qui change complètement la dynamique de toutes les twists qui ont été faites avant et amène une nouvelle dynamique pour que les joueurs se réadaptent pendant une couple de saison et qu'on ait de la nouveauté par rapport à ce que les joueurs vont faire par rapport à ça. Fait que, sauf que là, présentement, Occupation Double est trop intense par rapport au twist, essaie trop de contrôler le jeu. Mais par rapport à Jay du Temple, lui, le fait d'arriver puis de provoquer les joueurs puis de leur parler de certaines affaires, je pense que c'est quelque chose de bien parce que justement, la réaction des joueurs permet de provoquer des choses. Puis on le voit, là, tu sais, Olivier Pézy, ça l'a provoqué des réactions, ça l'a provoqué des choses. Renaud, c'est la même chose. Au moins, ça peut créer de nouvelles situations, de nouveaux conflits, de nouvelles alliances. Mais tu essaies d'être toujours le plus objectif possible. La job de Jay du Temple, c'est d'être objectif. Il voit des choses, il en parle, ça provoque, parfait, il revient avec son information, et non pas genre de sélectionner des informations juste pour mettre quelqu'un dans la merde ou pour aider quelqu'un. Ce qu'on va pouvoir parler tantôt avec les extraits vidéo. Donc, ensuite de ça, bon, il reste Olivier Pézy. Olivier Pézy, la seule chose que j'ai eue toute la semaine, je me disais, man, avec les vidéos de Pézy, qu'elle trouvait ça super drôle, ces vidéos d'audition, j'étais comme, je pense que la seule chose qui aiderait Pézy dans la situation actuelle, c'est genre, si à la fin elle gagne, ça arrivera pas, mais si elle gagne, puis qu'elle faisait comme, moi j'ai joué la game pour fourrer à la production. Son speech de fin, ça serait ça, mettons sur le stage à la fin, elle fait comme, j'ai joué une game avec Oli depuis le début, puis c'était pour montrer à quel point qu'Occupation Double, ça marche pas. Puis oui, on était stagé avec Cendric, mais c'était vraiment pour démontrer à quel point qu'Occupation Double, c'est de la merde. Si, mettons, Pézy avait un speech de même à la finale, moi, je serais comme... Bravo. Sincèrement, bravo. Ça a été super bien fait, puis c'est le seul point que j'y donnerais de la crédibilité. Mais ça n'arrivera pas. Donc, dans ce contexte-là, tout son comportement, sa stratégie, sa façon d'emmener les choses par rapport à Olivier, je trouve ça encore tout aussi bizarre. C'est un couple qui va perdre. Logiquement, je connais pas personne qui dit « Ah ouais, moi, je veux voter massivement Oli puis Pézy. » Sincèrement, il n'y a pas personne ni sur les Facebook, ni dans mes proches, il n'y a personne qui aime Oli Pézy. Je considère que les aventures se terminent là. Donc, bon, qu'est-ce qui va se passer à soir? Je pense que, évidemment, ça va être Andrew Catherine. À 80% de chance, pour moi, Andrew Catherine va gagner l'aventure. La seule raison pourquoi Andrew Catherine ne gagnerait pas, je pense, c'est par rapport à l'écœurantite de ceux qui sont frustrés par rapport à Jonathan Maude, qui ne voteraient peut-être pas. Et là, à ce moment-là, ça peut favoriser quelqu'un comme Renaud et Jessica. T'sais, Renaud a ses followers, a ses gens qui sont en arrière de lui. Et si les gens décident de ne pas voter pour un certain boycott de la production, Renaud pourrait potentiellement gagner. Il y a quand même une base solide, je pense. Reste quand même que de la façon que tout a été fait jusqu'à maintenant, Andrew Catherine doivent être largement en avance. Là, c'est là que probablement, dans une situation actuelle où il y a du monde qui boycotte, il y a du monde qui sont frustrés, qu'il n'y a pas énormément d'enjeux en finale, que le monde se fout un peu de la finale.
Je pense que là, l'aspect de Alanis du côté de Catherine et de Louis-Philippe peut avoir un impact, peut aller chercher des petits votes de plus qui vont probablement lui donner le dessus sur Renaud et Jessica. Mais je pense de toute façon, ça va être un blanchissage ou presque. Je pense qu'Andrew et Catherine vont gagner avec un vote assez décisif. Mais on pourrait être surpris. Est-ce que la production voudrait vraiment voir Renaud gagner? C'est possible. Ils ont quand même montré Renaud beaucoup plus positivement dans les dernières fois. Ça a été un peu comme Cendric Joigny l'année passée, d'essayer de montrer le côté que oui, Renaud a fait des choses négatives, comme exemple avec la table des exclus, où ils ont remis ça à la tête toutes les conneries qu'il a faites. Mais vu que ça devenait quasiment de l'acharnement, il avait l'air quasiment de faire plus pitié que d'autres choses. Sinon, c'est vraiment le côté plus positif qui est ressorti de Renaud. Ils essayent quand même d'aider Renaud à monter. Parce qu'en mon sens, Andrew et Catherine sont tellement en avant qu'ils veulent créer une supposée situation où les deux se confrontent pour le vote final. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Ça va être Andrew, Catherine, je suis pas mal certain. Mais on va peut-être être surpris. Donc, ça c'est par rapport à la semaine qu'on a eue. Les questions que j'ai eues du public. J'ai eu Vincent Dagenet qui a dit « Que penses-tu de la prod qui ne cesse de montrer des extraits des autres joueurs au souper d'élimination? À quel point ça scrape les conversations à long terme dans les maisons de savoir que c'est possible que ta conversation privée avec un autre joueur dans ta maison ou en voyage soit montrée aux autres. » Bon. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Vincent, et c'est là le problème. C'est que la production, elle s'en fout parce qu'elle veut pas que tu sois stratégique. Elle veut des relations de couple. Puis on l'a vu avec Jonathan Maude. Puis c'est pour ça que ça lui dérange pas de montrer des extraits. Et c'est surtout, moi ce qui me frustre par rapport aux extraits vidéo, c'est que eux choisissent les extraits qu'ils veulent. Donc, c'est pour miner certaines personnes, comme là, ça l'a été avec Olivier Pézy encore. Renaud, entre autres, ils ont essayé. Bon, ça a été un peu de miner la personnalité, voir comment il allait réagir par rapport à ça. Mais on n'a pas vu de séquence d'Andrew à Catherine, entre autres. On n'a pas vu de séquence même, rendu là, de Jonathan Maude. On aurait pu. Mais on les a pas vus. On a vu de Yann et Juliane, encore là, pour les mettre dans le trouble. Fait que c'est la production qui sélectionne les affaires. Donc, eux sélectionnent qui veulent mettre dans la merde. Et ça, je trouve ça inacceptable, d'un sens. Puis oui, stratégiquement, ça nuirait à n'importe quel joueur. Ça fait peur à n'importe quel joueur qui veut être stratégique, sincèrement. Je vous disais, surtout sur Twitch, il y a beaucoup de gens, même en privé, il y a beaucoup de gens qui me parlaient « Ouais, mais pourquoi tu te présentes pas à Occupation Double Grèce? » Parce que, pour ceux qui me connaissent, j'adore la Grèce, je suis célibataire, et j'aurais pu me présenter à tout prendre, au moins faire les auditions d'Occupation Double. J'aurais pu. Et moi, ce que j'ai toujours dit à tout le monde, depuis le début, le speech que j'ai, c'est « Occupation Double m'aurait jamais laissé gagner. » Je le sais. Donc, pourquoi me présenter dans Occupation Double, essayer d'avoir une grosse stratégie, penser à mes affaires, alors qu'Occupation Double aurait tout fait juste pour me nuire, pour me sortir. Puis même s'il ne m'avait pas sorti les premières semaines qui disent « Hey, mon Dieu, Seb fait de la cote d'écoute, tout le monde l'aime. » Il aurait rendu vers la fin, il aurait fait exactement ce qu'ils ont fait avec Jonathan Maude. Il m'aurait mis dans le trouble pour que de toute façon, le seul choix logique aurait été de m'éliminer tôt ou tard. Parce que c'est pas comme, mettons que tu as des immunités à la tonne à gagner, que j'aurais pu défendre mon point sur des immunités à chaque soirée d'élimination. On l'a vu avec Jonathan. Il gagne une compétition puis il est nominé. Tu sais, moi, je le savais dans mon fort intérieur qu'on m'aurait sorti dès le début ou on m'aurait gardé juste pour les codes d'écoute. Puis après ça, on m'aurait fait éliminer rendu vers la fin, justement avec des extraits vidéo parce que j'aurais manigancé des trucs, parce que j'aurais essayé de faire de la merde, parce que... Puis c'est ça le poids de la production d'Occupation Double que j'aime pas. Ils imposent qui veulent voir partir, qui veulent voir avoir de la merde, qui veulent... C'est eux autres qui ont comme le dernier mot par rapport à ça.
Et pour moi, c'est plus de la télé-réalité rendu là. C'est quasi stagé. Même si les joueurs n'ont pas conscience, ne se font pas dicter des ordres précis, la production rend les possibilités tellement minces, tellement limitées, que c'est tout comme. C'est un peu comme dire à quelqu'un, écoute, tu peux aller dans la direction que tu veux. Puis que là, la personne se retourne, puis elle a juste une allée derrière elle, puis devant elle, c'est un cul-de-sac. Puis il y a des murs de tous les bords. Voyez, elle peut aller où ce qu'elle veut. Mais il y a juste une direction où aller. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, tu sais, c'est ça qui, en mon sens, qui nuit beaucoup. Je respecte pas ça énormément. Si au moins, je sais pas, peu importe, tu sais, par exemple, puis là, ça c'est le décalage aussi qui aide pas. Je comprends que le décalage aide pas, mais, puis peut-être qu'il devrait essayer de résoudre ce problème-là de décalage. Là. Mais en tout cas, de 3 semaines, 4 semaines, là, que nous, on voit les épisodes 3-4 semaines après. Mais tu sais, comme exemple, ils pourraient très bien avoir justement un genre de vote sur leur site internet de dire quelle séquence voulez-vous qu'on montre aux joueurs cette semaine au souper d'élimination. Et là, tu montres, mettons, une série de, je sais pas moi, 10-12 séquences qui mettent des joueurs dans le trouble, puis le public voterait. OK, ben au moins c'est le public qui a choisi les affaires, c'est pas la production. Là, à ce moment-là, le public, c'est par rapport à le préféré, par rapport à ceux qui détestent, puis tout. Au moins, le public aurait l'impression de dire, ben, on a eu un choix, on a eu une influence sur le jeu. Mais là que la production choisisse, dans le fond, c'est que la production fait ça juste dans ses propres intérêts et donne aucune latitude aux joueurs. Les joueurs subissent. Dans Occupation Double, les joueurs ne jouent pas tant que ça. Ils subissent. Ils doivent juste tenter de survivre. C'est vraiment de la survie rendue là et non pas le côté genre par moi-même, je peux me rendre à la fin. Je vais prendre Survivor encore comme exemple. Un joueur complètement isolé peut se rendre à la fin par ses propres moyens, sans l'aide de personne, sans alliance, sans rien. On l'a vu un peu comme avec Michael Owe, qui avait gagné 5 immunités en ligne. Il y a eu des joueurs comme ça que ou par la stratégie ou par des idoles cachées. Russell Hantz qui a réussi à complètement exterminer une autre équipe juste avec les immunités cachées qu'il récupérait. C'est ce mood-là que tu peux pas avoir dans l'Occupation Double. Un joueur seul ne peut pas gagner parce que la production ne voudra pas le voir gagner. Donc, ils vont toujours le mettre dans une situation où il va être dans le mal. Puis s'il s'en sort, ça va être in extremis, un peu comme l'histoire avec Michael qui s'est sacrifié pour Jonathan. C'est que c'est le fil des événements qui fait en sorte que Jonathan est resté à ce moment-là. Mais la production en soi voulait le voir partir à ce moment-là. C'était le but d'une certaine façon. Mais Michael a réussi à acheter du temps à Jonathan. Là, la production s'est rendue compte que, t'as peu, là, le monde aime Jonathan, mais malgré tout, ils n'ont pas voulu qu'il se rende à la fin. Donc, ils sont allés chercher les codes d'écoute, mais ils ne voulaient pas la répercussion de le garder au final. Fait que c'est toute cette problématique-là qu'Occupation Double a. Ils veulent garder le pouvoir sur le jeu, et moi, à mon sens, ça donne la mauvaise TV. Parce que oui, tu peux avoir une mauvaise saison. Je comprends le raisonnement. Quand tu donnes le pouvoir de tes joueurs, tu es dépendant de tes joueurs. Tu es dépendant du fait que peut-être ils sont plates. Ça peut arriver qu'ils sont plates. Ça, à ce moment-là, c'est un problème de casting. C'est pas un problème de production. Que tu ailles caster des joueurs de marde, c'est ton problème. C'est le problème du côté du casting, mais le fait que tu as eu des joueurs de marde ne veut pas nécessairement dire que tu as besoin de t'impliquer tout le temps pour essayer de rattraper à la balle au passage. C'est pas ça le but. Tu crées des situations pour que tes joueurs qui sont moins bons, qu'il y ait une étincelle qui éclate à un moment donné, puis que là, ça devienne passionnant. Fait que tu les mets dans des situations où ils doivent prendre des décisions, et ces décisions-là sont intéressantes à voir. Ces décisions. Mais là, dans le contexte actuel, ils n'ont pas cette latitude-là. Fait que bref, les vidéos, les extraits vidéo, de la façon que c'est fait, je suis pas d'accord. Le côté stratégique, justement, je suis pas d'accord. Mais dans le contexte où la production s'en fout puis ils veulent pas voir quelqu'un stratégique gagner vraiment,
Ben, tu sais, quelqu'un, mettons, de célibataire qui ferait de la merde pour essayer de se rendre à la fin, vu qu'ils veulent pas ça, ben, c'est logique un peu qu'ils le fassent, mais ils le font vraiment contre les joueurs qui veulent le faire et laissent de côté les joueurs qui ne veulent pas toucher. Fait que c'est du favoritisme rendu là. Donc, Michel S. qui nous a dit « Excellente montée de lait en règle comme toi seul en a le secret. » Merci Michel. J'ai adoré ton vidéo et voici la question principale qui me reste en tête. Selon toi, ils ne voulaient pas gâcher leur branding en laissant des amis gagner les finales. Ne crois-tu pas que leur réaction a plutôt eu l'effet contraire? Les twists comme celle-là exaspèrent le public et on n'a qu'à aller se voir sur leur Facebook ou Twitter pour la vague de mécontentement et d'appel au boycott. C'est ça, c'est que je suis d'accord que ça peut être ça, sauf qu'il y a eu déjà des frustrations par rapport à Occupation Double. Il y a eu le mouvement de boycott l'année passée quand Pascal Hugo et Jesse n'ont pas gagné. Est-ce que ça a eu un impact sur les codes d'écoute cette année? Non. Les gens qui ont dit l'année passée qu'ils allaient boycotter ont généralement réécouté quand même l'émission. Il y a eu aussi des fans de Cendric et Joanie qui disaient qu'elle allait boycotter s'il ne gagnait pas. Encore là, ça n'a pas eu cet impact-là. L'année passée, il y a eu des twists de merde exactement de la même façon. Des twists vraiment... Puis il y a beaucoup de monde qui disait « Je vais arrêter d'écouter ça. » Puis est-ce que ça a eu un effet sur les codes d'écoute? Non. Donc, eux jouent toujours avec le principe que probablement que l'impact va être soit minime, soit inexistant. C'est ça le bet qu'ils font. Et généralement, c'est plate à dire, ils ont raison. C'est un pari qu'ils font qui est généralement gagnant. OK, pour eux. Dans le sens de dire, écoute, finalement, le monde ne s'en souvient pas la saison d'après. Le monde va le réécouter comme si de rien n'était. Puis, des fois, ils donnent un petit nanan. Comme je vous dis, la saison prochaine, ils pourraient dire, on le savait que vous aviez comme préféré du public l'année passée, Jonathan Maud. On se rajette cette année, puis on les remet dans la nouvelle saison. Puis là, le monde qui voulait boycotter vont faire comme, ah ben oui, il n'y a pas de problème, je suis content, puis on va l'écouter. Puis ils vont aller se réchapper par rapport à ça. Mais oui, ils perdent un peu de monde, mais très peu, habituellement. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la TV que une situation fasse en sorte que le monde abandonne complètement le bateau. Il y a eu l'exemple de Love Story 5. Love Story 5 est le meilleur exemple de ça. Love Story 4 était à des sommets de codes d'écoute. C'était énorme, les codes d'écoute de Love Story 4. Puis là, je ne veux pas prendre le crédit par rapport à moi là-dessus. Il y a eu d'énormes codes d'écoute à Love Story 2. Il y a eu d'énormes codes d'écoute à Love Story 3 et d'énormes codes d'écoute à Love Story 4. Mais rendu en finale, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis floués lors de la finale de Love Story 4. Énormément. Il y avait de la frustration puis il y avait de la haine par rapport à la production. Ça a été partout dans les magazines, dans la radio, de tout. Fait qu'il y a eu beaucoup de frustration. En plus, est arrivée la faillite de TQS sur le moment. Il y a eu toute la controverse par rapport à cette faillite-là, moi compris, parce que moi j'ai fait partie de cette controverse-là. Donc, il y a eu la faillite de TQS, les gens ont abandonné le bateau, les nouvelles qui avaient été réformées par rapport à TQS, le nouveau branding. Et en plus, ils ont ramené Love Story, puis ils ont ramené la mentalité de, ben, faut faire des coupes. Et ces trois éléments-là, je pourrais dire principalement, mixés ensemble, ont donné une cote d'écoute de marde à Love Story. Love Story 5 a eu vraiment des mauvaises cotes d'écoute. Je veux dire, je pense que vous aviez des cotes d'écoute des fois de 1,4 million à Love Story 4. Un an après, Love Story 5 avait de la difficulté à faire 500 000 des fois. Fait que oui, il y a eu vraiment là, une drop terrible en termes de cote d'écoute à Love Story. Mais je pense que c'est un mix de plusieurs affaires qui a fait en sorte que souvent les gens qui sont arrivés et qui étaient déçus de Love Story 4, là, ont vu la faillite de TQS puis ont compris, ah, ça, c'est une raison de plus pour ne pas l'écouter. Et ça a été ce mood-là. Love Story 5 n'a pas été capable de bien démarrer, n'a pas été capable de bien s'imposer. Après ça, ils ont ramené le All-Star, puis le All-Star a été un peu plus fort que Love Story 5, mais pas tant non plus. Le mal était fait. Mais ça arrive.
Mais des fois, ça prend plus que juste une controverse, ça prend plusieurs éléments qui s'accumulent pour que finalement le concept plante. Et que là, la production commence à dire hey, attends pas, on change ça parce que là, ça marche pas. Parce que c'est toujours le mood de eux autres du calcul de dire quand ça va pas bien, là, c'est là qu'ils commencent à se poser des questions par rapport à leur concept, par rapport à leur mentalité. Là, ils commencent à être à l'écoute. Tant qu'ils font encore du profit, tant que le concept roule, puis que le monde continue d'écouter, ils remettront jamais en doute la façon qu'ils font le show. Fait qu'ils vont toujours contrôler les twists de la façon qu'ils le font présentement. Ils vont toujours choisir d'une certaine façon qui va en finale. Ils vont toujours... Parce qu'ils se disent, écoute, le public est quand même là. Même s'ils chialent, tu sais, c'est comme le monde qui chiale contre McDo ou contre Walmart. Combien de gens, même que moi je connais personnellement, qui chialent contre tous les abus de Walmart ou des choses comme ça, mais ils vont magasiner chez Walmart pareil. Ben, c'est exactement le même principe. Puis, eux autres, ils se disent, ben écoute, le monde chiale, mais il écoute quand même. Puis oui, le monde peut dire, comme je vous disais un peu plus tôt, le monde peut dire, ah ben je ne l'écouterai pas, mais la saison d'après, probablement qu'ils vont l'écouter pareil. Ou en tout cas, ils vont peut-être l'écouter moins, mais ils vont voir, ils vont écouter le tapis rouge et ils vont se minder de dire, oh, ben je vais écouter le tapis rouge, juste ça a l'air intéressant. Juste voir, mais je compte pas écouter la saison. Ils vont écouter le tapis rouge, ils vont comme, oh, ben tel joueur, j'aimerais ça voir comment il évolue. Oh, lui, il est donc bien beau, elle est donc bien belle. Puis ils vont l'écouter pareil. Fait que c'est là-dessus que la production d'Occupation Double veut travailler, dans le fond, sur lequel elle compte sur l'avenir. Si oui, il y avait une chute drastique des codes d'écoute, là, je vous dirais peut-être qu'elle se remettrait en doute ou peut-être qu'elle laisserait complètement faire le concept d'Occupation Double au grand complet. Elle ferait comme c'est plus viable, l'argent qu'on fait est plus assez important, on laisse ça de côté. J'espère que ça a répondu à vos questions. J'ai fait le tour pas mal de tous les sujets. Pour ce qui s'en vient, bien évidemment, là, il va y avoir la finale ce soir, dans à peu près 2 heures d'ici. Moi, et je sais qu'on a une semaine probablement de scrap d'Occupation Double. Là. On va voir probablement l'après, les familles, ici, le ça. Là. On a une semaine de tout ça, de quotidienne de tout ça. On va avoir le souper de vérité aussi la fin de semaine prochaine. Donc, moi, je pense que je vais attendre de tout passer ça puis faire un dernier vidéo après le souper de vérité. Donc, si vous avez des questions, laissez-les sous ce vidéo-ci. Je vais essayer de répondre à toutes les questions par rapport à Occupation Double après le souper de vérité de dimanche prochain. Donc, probablement que vous allez avoir dans 2 semaines un vidéo complet avec tout ce qui restait comme élément à décortiquer ou que vous voulez avoir des réponses. Donc, pour l'instant, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye.